Bien avant qu'Ethelfrith ne grave son nom dans l'histoire du Nord, il n'existait pas de Northumbrie unifiée, seulement une mosaïque de royaumes précaires, toujours au bord de la guerre. La terre elle-même semblait instable, ses frontières changeant à chaque génération, ses souverains rarement sûrs de conserver leur pouvoir. Le pouvoir n'était pas tant hérité que pris, et tout aussi facilement perdu. Au nord se trouvait Bernicie, un royaume côtier rude fondé autant sur la survie que sur l'ambition. Ses premiers rois, comme Ida de Bernicie, ont tenu bon face à la pression incessante des royaumes britanniques environnants. Ce n'étaient pas des ennemis lointains, mais des menaces immédiates qui avançaient depuis les collines et les anciennes terres romaines, déterminées à reprendre ce qui avait été perdu. Chaque victoire était temporaire, chaque défaite potentiellement fatale. Plus au sud, le royaume de Deira s'étendait sur des terres plus riches, centrées autour de l'ancienne cité romaine d'Eboracum, qui deviendra plus tard la ville d'York. Mais la richesse n'apportait pas la stabilité. Des dynasties rivales se disputèrent le contrôle. Aucun roi ne régnait sans regarder constamment derrière lui. C'est dans ce paysage fracturé et violent qu'Ethelfrith allait s'élever. Un homme qui n'allait pas simplement régner, mais remodeler le destin du Nord. Un véritable chef de guerre païen, avant que le christianisme ne se répande sur ces terres. Voici son histoire. Ethelfrith est né dans une lignée déjà imprégnée de pouvoir et de légende. Fils d'Ethelric de Bernicie et petit-fils d'Ida de Bernicie, le premier roi connu du royaume anglien de Bernicie. Les anciennes chroniques se souviennent de lui comme d'un souverain ayant régné pendant 12 ans et lui attribuent le renforcement du siège royal au château de Bamborug, la grande forteresse dressée face à la mer du Nord. Pourtant, cette dynastie, la maison des Idingas, n'était pas ancienne selon les critères de la royauté. Elle était apparue à l'époque troublée des grandes migrations, lorsque de nouveaux peuples avaient taillé des royaumes dans l'ombre déclinante de Rome. Pourtant, la lignée dont Ethelfrith avait hérité n'était pas une lignée ordinaire. Les généalogies des rois anglo-saxons faisaient remonter leur sang jusqu'à Woden, le chef de leur dieu. Qu'elle soit crue entièrement ou façonnée par la tradition, une telle affirmation avait du poids. Cela plaçait Ethelfrith non seulement parmi les hommes de rang, mais aussi parmi ceux qui pensaient régner par une sorte d'héritage divin, son autorité étant liée à la volonté des anciens dieux eux-mêmes. On sait peu de choses avec certitude sur ses premières années, mais il n'est pas difficile d'imaginer le monde dans lequel il a grandi. S'il a atteint l'âge adulte dans les salles balayées par les vents de Bambra, il aurait été façonné par sa beauté austère et sa préparation constante à la guerre. Dès son plus jeune âge, il aurait été formé au combat, endurci à la lance et à l'épée, instruit dans les arts du commandement et éduqué à la discipline stricte attendue du fils d'un roi. Parallèlement à cela, il aurait été imprégné des croyances de son peuple, des rites, des sacrifices et des récits anciens qui unissaient les guerriers et les dieux. Dans un tel monde, la royauté n'était pas seulement une question de pouvoir, mais de destinée. Ethelfrith est monté sur le trône de Bernicie vers l'an 593, mais pas par une succession simple et incontestée. Bien qu'il fût le fils d'Ethelric de Bernicie, la royauté était probablement passée auparavant entre les mains de Hussard, ce qui suggère une rupture dans la lignée régnante. Lorsqu'Ethelfrith est devenu roi, cela a peut-être marqué le rétablissement du pouvoir de sa famille, que ce soit par la force, des manœuvres politiques ou l'effondrement d'une revendication rivale. À cette époque, la lignée seule ne suffisait jamais. Une couronne devait autant être conquise qu'héritée, et Elfrith s'est montré à la hauteur de cette tâche. L'historien Bede décrit Elfrith comme une figure d'une efficacité presque terrifiante, un chef de guerre dont le nom est devenu synonyme de la défaite des Bretons. Bien qu'encore païen, régnant avant que la lumière du christianisme n'atteigne la Northumbrie, Ethelfrith est décrit comme surpassant tous les autres souverains anglais dans sa destruction des royaumes autochtones. Bede, cherchant une comparaison que son public comprendrait, le compare à Saül, un guerrier choisi pour la conquête, mais dépourvu de la véritable foi.
Sous Æthelfrith, la guerre ne se limitait pas à de simples raids, c'était une transformation. Les terres n'étaient pas simplement prises, mais vidées, les populations brittoniques chassées ou réduites à payer tribut, leur territoire repeuplé par des guerriers angles, remodelant ainsi le tissu même du Nord. C'est dans le cadre de cette expansion brutale que certains ont vu sa main derrière la bataille obscure mais légendaire de Cattraeth, dont la tradition galloise se souvient comme d'une défaite catastrophique pour les Bretons. Là, une grande armée, célébrée plus tard dans la poésie pour son courage, marcha contre la puissance montante des Angles, pour être finalement totalement anéantie. Si Æthelfrith était réellement l'architecte de cette destruction, cela illustrerait parfaitement pourquoi il se distingue des autres rois de son époque. Il n'était pas simplement un défenseur de Bernicea, mais un agresseur à la volonté implacable, frappant profondément en territoire ennemi, écrasant les coalitions avant qu'elles ne puissent mûrir et s'assurant que la résistance ne se termine pas par une impasse, mais par la ruine. C'est sous Æthelfrith que les frontières de Bernicea se sont considérablement étendues à l'intérieur des terres depuis la côte et ont pénétré plus profondément en territoire britannique. Bède raconte comment la montée en puissance d'Æthelfrith a suscité la peur bien au-delà des frontières de Bernicea. Au début du 7e siècle, Æthelfrith avait déjà tracé une voie de conquête à travers les royaumes brittoniques, étendant son domaine avec une détermination implacable qui alarmait ses voisins. Aden, le roi de Dalriata, un souverain chevronné dont l'autorité s'étendait de l'autre côté de la mer d'Irlande. Déterminé à stopper ce chef de guerre du Nord avant que sa puissance ne devienne trop grande, Aden rassembla ce que Bède appelle une armée immense et puissante, réunissant une grande troupe dans un ultime effort pour arrêter l'avancée angle. Pourtant, lorsque les deux forces se sont affrontées, traditionnellement lors de la bataille de Dexestan, ce ne sont pas les effectifs qui ont décidé de l'issue, mais la discipline et la férocité de la troupe guerrière d'Æthelfrith. Bien qu'en infériorité numérique, il affronta l'invasion de front et la brisa avec une force dévastatrice. Bède nous dit que presque toute l'armée d'Aiden fut décimée, le champ de bataille jonché de morts, tandis que le roi lui-même échappa de justesse à la mort. Ce n'était pas simplement une victoire, mais une destruction si totale qu'elle résonna pendant des générations. À partir de ce jour, Bède affirme que les rois irlandais en Grande-Bretagne n'osèrent plus jamais faire la guerre aux Anglais. Un silence des armes qui dura même jusqu'à l'époque de Bède lui-même, plus d'un siècle plus tard. Il y a aussi une ombre plus personnelle qui plane sur cette bataille. Parmi l'armée d'Aidan se trouvait Éring, fils de l'ancien roi hussard de Bernicie, rappelant que ce n'était pas seulement un affrontement de peuples, mais aussi de prétentions rivales. Sa présence suggère que les anciennes divisions au sein de la Bernicie n'avaient pas été oubliées. Dans la victoire, Æthelfrith assura à la fois son royaume et sa dynastie. Et ce faisant, il s'assura qu'aucune coalition du Nord, qu'elle soit brittonique, irlandaise ou issue de l'exil, ne se lèverait de sitôt assez forte pour le défier à nouveau. L'unification de la Northumbrie sous Æthelfrith est l'un des moments les plus importants des débuts de l'histoire anglaise, mais la manière exacte dont cela s'est produit reste incertaine. À cette époque, le Nord était divisé en deux royaumes distincts, Bernicie au nord et Deira au sud, et ils étaient souvent rivaux. Pendant le règne d'Æthelfrith, les deux royaumes n'ont plus fait qu'un, mais les sources n'expliquent pas clairement comment il y est parvenu. L'idée la plus répandue est qu'il a conquis Deira par la force. Æthelfrith était déjà un chef de guerre puissant et expérimenté, donc il est logique qu'il ait pu envahir le sud et prendre le contrôle. Cette théorie est appuyée par l'exil d'Edwin de Northumbrie, le prince légitime de Deira qui a été forcé de fuir et de passer des années en exil. Cela suggère que sa famille a perdu le pouvoir, probablement parce qu'Æthelfrith avait pris le trône. Cependant, il se peut que cela n'ait pas été une seule conquête spectaculaire. Certains historiens pensent que Deira aurait pu être affaibli par des problèmes internes ou des menaces extérieures, ce qui aurait facilité la prise de contrôle progressive par Æthelfrith. D'autres pensent qu'il a peut-être d'abord gouverné Deira de manière indirecte, en tant que suzerain, avant de l'intégrer complètement à son royaume.
Il existe même une faible possibilité que des alliances ou des accords politiques aient joué un rôle, bien qu'il y ait peu de preuves à ce sujet. Au final, peu importe comment cela s'est produit, Ethelfrith est devenu le premier souverain à contrôler à la fois la Bernicie et la Deira. Cela a créé le royaume que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom de Northumbrie, un état puissant et unifié qui allait dominer le nord pendant des générations. Un fait amusant concernant le règne d'Ethelfrith est qu'il a offert la forteresse de Dinguid à son épouse Béba. Le château a été renommé d'après Béba et il s'appelait Bebbanburg, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de château de Bamborug. Dans les dernières années de son règne, peut-être entre les années 613 et 616, Ethelfrith a porté la guerre loin à l'ouest, frappant le royaume brittonique de Powys. Dans ce qui allait devenir l'un des épisodes les plus troublants de son règne, lors de la bataille de Chester, il affronta et anéantit les forces alliées des Bretons, tuant leur roi. La bataille elle-même fut décisive. Non loin de là se trouvait un grand monastère où un grand nombre de moines s'étaient rassemblés. Selon Bede, ces hommes n'étaient pas venus pour se battre, mais pour prier pour le succès de l'armée brittonique. Pourtant, aux yeux d'Ethelfrith, cela ne faisait pas moins d'eux des membres du camp ennemi. Bede conserve la logique glaçante qui lui est attribuée. Bien qu'ils ne portaient pas d'armes, ils s'opposaient à lui par leurs prières et devaient donc être comptés parmi ses ennemis. Agissant selon cette conviction, Ethelfrith ordonna une attaque contre eux avant que la bataille principale ne commence. Le résultat fut un massacre qui aurait fait environ 1200 morts, avec à peine 50 hommes ayant réussi à s'échapper. L'ampleur du massacre est difficile à concevoir, et les générations suivantes ont eu du mal à l'interpréter. Certains ont pris le récit de Bede au pied de la lettre, y voyant un exemple frappant de la brutalité de la guerre à cette époque où même les hommes saints n'étaient pas épargnés s'ils étaient considérés comme opposés à la cause d'un roi. D'autres ont suggéré une manœuvre plus froide et calculée, selon laquelle Ethelfrith aurait frappé les moines en premier, comme une manœuvre tactique, forçant les Bretons à rompre leur formation et à se précipiter à leur défense, affaiblissant ainsi leur position, avant même que la bataille ne commence. Quelle que soit sa motivation, cet événement a profondément marqué la mémoire historique de la Grande-Bretagne. Ce fut un moment où la religion païenne du chef de guerre entra en conflit avec l'ordre moral naissant du christianisme. Cela révèle également la nature du règne d'Ethelfrith, intransigeant, implacable et sans aucune retenue. À Chester, il fit plus que vaincre une armée. Il a brisé une coalition, anéanti la résistance à l'ouest et s'est assuré que son pouvoir se ferait sentir bien au-delà des frontières de la Northumbrie. Même si le prix à payer resterait dans les mémoires comme l'un des actes les plus sombres de son règne. La lutte entre Ethelfrith et la maison de Deira n'était pas simplement un conflit passager, mais une rivalité profonde et durable qui a façonné le destin du Nord. Lorsque Ethelfrith prit le contrôle de Deira, l'ancienne lignée royale fut renversée, et son jeune prince, Edwin, fut contraint à l'exil. Pendant des années, Edwin erra de cour en cour, héritier dépossédé dont la simple existence représentait une menace pour le règne d'Ethelfrith. De tels hommes étaient dangereux, car ils suscitaient à la fois l'admiration et la loyauté de ceux qui se souvenaient de l'ancien ordre. Ainsi, Ethelfrith ne cherchait pas seulement à le vaincre, mais à l'effacer complètement. La fuite d'Edwin le mena finalement à la cour de Redwald, l'un des souverains les plus redoutables de l'Angleterre ancienne. Son pouvoir s'étendait à travers l'Est-Anglie et au-delà. Ethelfrith, ne voulant rien laisser au hasard, envoya des messagers chargés de promesses d'or, pressant Redwald de tuer Edwin. Lorsque la corruption échoua, les menaces suivirent. La guerre viendrait si Edwin n'était pas livré. Pendant un instant, il sembla que la pression pourrait porter ses fruits et que le long exil d'Edwin finirait par une trahison. Pourtant, comme le raconte Bede, Redwald fut détourné de cette voie, persuadé par sa femme qui lui rappela que l'honneur ne s'achetait pas et que trahir un invité entacherait son nom à jamais. Choisissant la guerre plutôt que le déshonneur, Redwald rassembla ses forces et marcha vers le nord pour affronter Ethelfrith.
Les deux rois se sont affrontés en l'an 616 lors de la bataille de la rivière Idol où le destin de la Northumbrie allait se jouer. Æthelfrith, pris au dépourvu et incapable de rassembler toutes ses forces, fit face à un ennemi venu prêt pour une bataille décisive. Malgré son long palmarès de victoires, cette fois-ci, l'avantage n'était pas de son côté. Les combats furent féroces, mais à la fin, Æthelfrith fut vaincu et tué. Son règne prit fin de façon soudaine et violente. Bède présente le conflit comme une lutte pour le sort d'Edwin, mais il est probable que les causes étaient plus profondes que cela. Sous la surface, il y avait une lutte plus large pour la domination entre deux rois puissants, chacun cherchant à façonner l'équilibre des pouvoirs dans l'Angleterre des premiers temps. Avec la mort d'Æthelfrith, le long exil d'Edwin prit fin, et la couronne qu'il avait perdue lui fut enfin rendue. Mais la victoire appartenait autant à Redwald qu'à Edwin, un souverain dont la force, la détermination et le sens de l'honneur n'avaient pas seulement défié les menaces d'Æthelfrith, mais avaient aussi renversé l'un des chefs de guerre les plus redoutables de l'époque. L'héritage d'Æthelfrith ne s'est pas éteint avec sa mort, mais a plutôt remodelé l'histoire du nord de l'Angleterre pour des générations. Lorsqu'il tomba au combat, son royaume passa entre les mains de son rival, Edwin de Northumbrie, qui revendiqua à la fois Deira et Bernicia, les unissant sous son propre règne. Pendant ce temps, les fils d'Æthelfrith, Ianfrith, Oswald et Oswiu furent contraints à l'exil dans le nord. La chute d'Æthelfrith marqua ce que l'on a appelé un bouleversement quasi total dans la politique de la région. Le pouvoir passa brusquement d'une dynastie à une autre. Pourtant, ce renversement ne signifia pas la fin de sa lignée. Après qu'Edwin lui-même ait été tué à la bataille de Hatfield Chase, le fils d'Æthelfrith, Eanfrith, reprit brièvement Bernicia et peu après, Oswald rétablit l'autorité de la famille sur Bernicia et Deira, rétablissant ainsi leur domination. À partir de ce moment, les descendants d'Æthelfrith continuèrent à régner sur la Northumbrie jusqu'au début du 8e siècle. Cependant, il y eut une transformation profonde au sein de cet héritage. Æthelfrith lui-même avait été un roi païen, façonné par les anciens dieux et les dures traditions d'une époque de guerriers. Ses fils, élevés en exil parmi les royaumes chrétiens, revinrent non seulement comme souverains, mais aussi comme convertis. Sous Oswald et Oswiu en particulier, la Northumbrie devint un centre du pouvoir chrétien, et l'ancien monde païen qui avait défini la vie d'Æthelfrith commença à disparaître. De cette manière, son héritage constitue un contraste frappant. Il a forgé un royaume par la guerre et la puissance païenne, mais ce sont ses héritiers qui l'ont porté vers une nouvelle ère religieuse, où les dieux qu'il avait honorés cédaient progressivement la place à la croix. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.